Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, Comme tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Cette semaine, on vous propose un épisode spécial, enregistré en mai 2024, lors du Festival de Cannes. Je m'appelle Anton, et je produis ce podcast avec Lisa. À la base, je suis allé la rejoindre à Cannes pour enregistrer des interviews. Pris dans le tourbillon du festival, on a beaucoup rigolé, mais on a un tout petit peu oublié de recruter des invités. Alors, on a décidé de brancher les micros et de laisser Lisa me raconter sa relation particulière avec ce festival mythique. Très drôle, faut quand même dire qu'on est allongé sur un lit. Ouais, c'est ça. On est à Cannes. Dans la suite de l'hôtel Marriott à Cannes. Grande terrasse, il fait très très beau, mais il y a tellement de vent qu'on s'est replié dans la chambre. Et comme on est très fatigué, parce que Cannes, bizarrement, c'est fatigant, je pense qu'en fait, voir des gens, c'est fatigant. Et avant, je me rendais pas compte de ça, mais maintenant, je me rends compte. Voir des gens, c'est fatigant. Et du coup, on s'est replié et on est allongé sur le lit. On fait un podcast allongé sur le lit. Et sur le plafond, il y a un papier peint qui est un trompe-l'œil d'ombre de palme. Tu sais que j'ai mis presque 5 heures à comprendre que c'était pas une vraie ombre. Mais moi, c'est là où on voit que je suis plus vieille que toi. Chaque fois que je rentre dans la chambre, ça me demande un effort pour me rappeler que c'est pas une vraie palme d'un vrai palmier. Au même moment, Demi Moore arrive à Cannes. Demi Moore, qui se trouve être une amie de Lisa depuis plusieurs années. Alors Demi Moore, je l'ai rencontrée à Los Angeles, c'était en 2010, je crois. Je venais de faire LOL français. Okay. Et puis mes agents américains m'avaient aidé à rencontrer des actrices pour faire le LOL américain. Et moi, je voulais le faire qu'avec 2 personnes, Demi Moore ou Julia Roberts. Bon, et Julia Roberts, je sais pas, j'ai pas eu le temps de la rencontrer. J'ai rencontré Demi Moore et ça a été un tel coup de foudre que je me suis dit, c'est elle. Et elle a adoré le film. Et je me rappelle, c'était au Château Marmont à Los Angeles. Et on a déjeuné ensemble. Elle avait des chewing-gums anti-nicotine. Et je trouvais ça marrant qu'elle mâche des chewing-gums entre les plats. J'avais jamais vu ça. Ah oui, c'est ouf. Ouais, mais je pense qu'elle avait été vraiment en train d'arrêter de fumer. Et c'était comme si je rencontrais comme une sœur, comme une cousine très proche, comme quelqu'un de ma famille. On s'est vraiment très très bien entendu. À l'époque, elle était avec Ashton Kutcher. Et après, j'étais allée la visiter dans sa maison. Il y avait Ashton, il y avait ses filles. Et je ressentais la même énergie familiale que je peux avoir moi avec mes enfants. Tout le monde très libre, tout le monde se parle, une grande famille. Sauf qu'elle avait ce beau garçon qui était fou amoureux d'elle. Bon, après, quand on voit comment ça s'est fini... oui, c'est ça. Ça fait un peu de la peine, mais à l'époque, c'était vraiment très beau à voir. Et je me rappelle, elle était venue à Cannes avec lui. Je m'étais dit, en fait, cette femme, elle a fait plus pour le féminisme, même que Simone de Beauvoir ou Simone Veil ou toutes les Simone ou En voiture Simone. D'ailleurs, tu sais pourquoi on dit En voiture Simone ? Je l'ai su, mais c'est un journaliste télé. Parce que Simone est la première femme à avoir eu son permis de conduire. Je pense que pour être vraiment une femme libre en France, il faut s'appeler Simone. Ah ouais. Et quand on ne s'appelle pas Simone, on est moins payé que les hommes. Mais enfin, ça, c'est un autre délire. Tout ça pour dire, c'est les cerveaux ADHD, tu sais, ça va trop vite, ça part... tu sais, tu crois que tu vas prendre le train à Nice, et en fait, t'atterris à Vannes. C'est bien en même temps. C'est bien, mais ça doit être fatigant aussi pour les autres. Pour se raccrocher au wagon, ouais. Pas mal. Joli coup, Baron. On est très SNCF. On est très SNCF. Ça se dit encore SNCF ? Ouais. Ils n'ont pas changé l'acronyme. Pourquoi ils auraient fait ça ? Parce tu que... peux dire Ouigo si tu veux faire un peu jeune. Ah, ouais, mais tout de suite, moi, je vois les Ouïghours en train de travailler pour Zara. Mais je suis d'accord, c'est mal trouvé. Et hyper du coup, ça me trouvé. fait vraiment chier, quoi. Donc, je dis pas Ouigo, parce qu'après, je dis Ouïghour et tout le monde me regarde mal. Donc, voilà. Donc, Demi Moore avec Ashton Kutcher, qui était trop beau. Et pourquoi je disais ça ? Là, elle est à Cannes.
Elle est dans l'hôtel juste à côté, puisqu'elle est au Martinez, on peut le dire, puisqu'au moment où on écoutera le podcast, elle sera partie. Et normalement, je dois aller faire un petit câlin ce soir ou demain. Mais voilà. du coup, tu as vraiment noué un truc... En fait, voilà, ça fait 12-13 ans qu'on est amis. On se voit à chaque fois que je vais à Los Angeles. J'ai regardé ma montre que j'adore et je me suis rappelé que c'est une montre prêtée par Cartier et que j'ai oublié de leur dire que... j'aimerais leur dire que je ne vais pas leur rendre, mais c'est pas possible. Le mieux, c'est de pas leur dire, non ? C'est de pas leur dire que je vais pas leur rendre. Je pense que la meilleure stratégie... Je pense que, cher Cartier, je pense que vous vous êtes rendu compte que je n'allais pas vous rendre votre montre. Non, il faut que je leur rende. Mais il faut que je leur dise. Ça, faut qu'on en parle quand même, ce truc, parce que là, tu es à Cannes pour présenter My Way, donc un documentaire que tu as co-réalisé. Tu as fait la montée des marches hier. Ouais. C'est la première fois que tu fais un Cannes avec ton film qui est sélectionné. Ouais. Alors, ça s'est passé comment ? C'est assez marrant, en fait, parce que je pense que si j'étais pas venue autant dans ma vie à Cannes, ça m'aurait fait plus d'effet que ça, hein, évidemment. Mais là, je suis tellement venue à Cannes quand je n'avais rien à y faire que finalement, à l'intérieur de moi, je suis en zone de confort à Cannes. Je connais tout. La première fois que je suis venue, c'était en 1989. Je pense que la plupart des gens qui écoutent n'étaient même pas nés. Et je me rappelle, bizarrement, moi qui me rappelle jamais de comment je suis habillée, je me rappelle de comment j'étais habillée parce qu'il y a une photo qui était parue dans un journal de cinéma qui s'appelait Studio Magazine. Et j'avais une robe à paillettes que j'avais achetée à Londres en friperie vintage. Et j'étais super belle, j'avais les cheveux courts. Et je me rappelle qu'ils avaient mis tous les noms des mecs qui étaient autour de moi. Bon, il y avait des gens un peu connus, style Patrick Bruel, je sais plus qui y avait d'autres. Et moi, ils n'avaient pas mis mon nom et je m'étais dit, mais c'est horrible, en fait, je suis la personne sans nom parce que je n'étais pas connue, j'étais une femme, je sais pas, enfin bon, c'était... Et ce premier Cannes, c'est un Cannes où j'ai rencontré un peu tout le monde. Les gens qui avaient les laboratoires, à l'époque, c'était hyper important d'avoir un laboratoire pour pouvoir faire imprimer la pellicule, donc il fallait qu'on ait des crédits auprès de ces gens-là. Il y avait des chefs opérateurs, j'ai rencontré beaucoup de monde et avec tous les gens que j'ai rencontrés à Cannes, je leur ai demandé comme un service de venir travailler gratuitement, de me prêter des caméras gratuitement, de me prêter les laboratoires gratuitement. Enfin, j'ai fait tout mon court-métrage gratuitement parce qu'à l'époque, il n'y a pas de... Enfin, quand c'est pas en numérique, si c'est pas gratuit, ça coûte très cher. C'était du 35 mm. Et grâce à ce Cannes où j'ai été très sociale, j'ai toujours été à l'aise socialement. Et grâce à ce Cannes, l'année d'après, en fait, j'avais fait mon court-métrage et j'ai rencontré Luc Besson et puis je lui ai dit, écoute, j'ai fait un court-métrage, si tu veux, je te le montre. Et quand il l'a vu, il m'a dit, écoute, je t'engage. Et c'est lui qui m'a fait faire mon premier scénario et c'est lui qui m'a fait rencontrer mon ex-mari maintenant. C'est dingue. C'est dingue. Et en fait, Cannes... J'ai toujours vu que c'était un peu la foire à la saucisse quand même, hein. Faut pas se le cacher. Surtout aujourd'hui, avant c'était quand même un peu plus classe, ça m'impressionnait, il y avait des stars, mais il y avait un côté plus amical. Là, ils mettent des barrières partout, il y a beaucoup de gardes du corps, beaucoup de staff, beaucoup les portables. Avant, à Cannes, si tu rencontrais pas les gens, tu les voyais pas, tu n'avais pas de portable. Et du coup, les gens passaient leur temps à faire un aller-retour sur la croisette et tout le monde se tombait dans les bras ou tombait les uns sur les autres, que ce soit à 4h de l'après-midi ou à 6h du matin. Et cette ambiance était vraiment chic et belle, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de mouettes à 6h du matin, moi, les talons dans la main avec des gens que tu croises en smoking. Au lever du soleil, c'était vraiment magique. Là, vraiment, j'appelle ça un peu plus le festival du Lycra parce que je trouve qu'il y a une espèce de chic qui est parti quand même. Puis, il n'y a rien à faire, mais le portable, les selfies, tout ça, ça contribue pas à rendre l'endroit chic. Non. Voilà. Et en fait, les gens viennent là pour faire leur petit selfie de j'étais à Cannes. Et les marques, c'est-à-dire que c'est devenu quand même un supermarché à ciel ouvert, la Croisette. Ah ouais. Tu vois des marques partout et pas des marques, pas des marques que prestigieuses, quoi. À mon époque, il y avait un film qui s'appelait Elle voit des nains partout. Là, c'est Elle voit des marques partout.
Ben, d'ailleurs, avec Nassim, que je retrouve, où il me dit, écoute, là, je suis à Louis Vuitton. Je lui dis, ben non, mais moi, je suis à Hermès. Qu'est-ce que tu fais à Louis Vuitton? Il me dit, ben non, mais là, c'est bon, je passe Gucci. Et en fait, on n'a pas arrêté de se parler en marque. Et je lui disais, mais arrête de me parler en marque. Avant, les gens disaient, bah, je suis au Miramar, je suis au Martinez, je suis au Majestic. Et voilà, là, on est au Marriott. Avant, c'était le Noga Hilton. Et surtout, avant, je crois que c'était là, l'ancien palais des festivals. Là où Qui on est était là? là où on est là. C'était l'ancien palais des festivals. Le festival de Cannes a démarré dans ce bâtiment-là, quoi. Ah, c'est incroyable. Qu'ils ont abattu sauvagement. J'étais là il y a quelques années. Et c'est vrai que je connais tellement Cannes que c'est ma zone de confort. Et ce que j'ai remarqué avec le festival de Cannes, si tu vas bien, les choses arrivent à toi. T'as rien à faire. Si tu vas pas bien, eh ben, tu te sens rejeté, tu te sens mal aimé, tu te sens pas assez beau, pas assez riche, pas assez star. Et en fait, c'est vraiment un énorme baromètre de là où tu en es dans ton estime de toi, quoi, dans ton intérieur, dans ton intériorité. Ça se reflète dans cette extériorité complètement superficielle. Mais il y a aussi une profondeur de Cannes où chaque jour, je rencontre des gens que j'aime infiniment parce qu'on fait le même métier depuis 30 ans. Là, par exemple, je viens de rencontrer Pascal Cocheteux dans le couloir du Marriott. On a discuté un quart d'heure. À Paris, pour le voir, pour avoir rendez-vous, ce serait difficile. Je sais que j'aurai un rendez-vous, mais ça aurait été d'ici 15 jours. Là, voilà, je suis dans le hall, il n'a rien à faire, il attend ses bagages. Et on a parlé pendant 20 minutes, il m'a donné des conseils. Voilà, c'est le producteur de Desplechin, de Jacques Audiard, de tous les films qui gagnent des palmes d'or, tous les films français qui gagnent des palmes d'or, c'est lui. Il me disait qu'il en était à sa 40e sélection Ah ouais. officielle. Et là, il a fait un film avec Selena Gomez et Zoé Saldana, c'est le film de Jacques Audiard, une comédie musicale espagnole. Bon, c'est demain, malheureusement, je serai partie. Mais je crois que j'ai plus la force de rester. Cannes m'a fatiguée. Mais je comprends. Et surtout, moi, j'ai aperçu hier, dans ces familles de cinéma dont tu parles, qui se mélangent ici, tu as croisé Agnès Jaoui, vous vous êtes tombés dans les bras, etc. Et à un moment, alors je sais pas si tu es sur Agnès, mais en croisant plein de gens, tu m'as dit, je ne savais même pas qu'on était autant amis. Mais c'est vrai, ça m'est arrivé pareil avec Ramzy. On s'est vu. Puis en plus, moi, j'habite. Je suis pas beaucoup à Paris non plus. Je voyage beaucoup. Je commence à me dire bon, c'est ma troisième partie de vie, donc j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de voyager, puis j'ai envie de faire d'autres choses. Du coup, je crois que c'est depuis 2018 que j'étais pas venue. Et l'air de rien, c'est il y a 6 ans. Hmm. Donc ça m'avait manqué parce que c'est une ambiance à la fois de fête, de cinéma et puis de copains parce que en fait moi c'est mes collègues de travail. Hmm. Tu vois, c'est comme quand les gens ils partent en séminaire, quand ils sont tous dans le même bureau. Il y a une ambiance comme ça un peu ici. Alors c'est vrai que c'est un peu pourri par les marques. Là, c'est plus les plages, c'est la plage Magnum, la plage Nespresso, la plage. Il y a des fêtes tous les soirs. On a l'impression que c'est le salon de la boîte de nuit un peu quoi. Alors qu'avant il y avait des villas, des belles soirées hollywoodiennes, c'était chic quoi. Moi, j'ai vu un concert des Daft Punk ici. Ils avaient leur casque pour la première fois. On les avait vus. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et tu m'as dit que toi, les premiers Cannes, tu les avais fait un peu en misquine. Oh, bah, j'étais mesquinette. Misquinette. Bah, j'avais un espèce d'appart près de la gare. Tu sais, t'as tes chaussures de soirée dans le sac, mais t'y vas en basket parce que t'as trop à marcher. À l'époque, il n'y a pas de portable, donc il n'y a pas de Uber. Donc, tu fais des kilomètres à pied pour rentrer. T'es jamais invité nulle part, il faut essayer de gratter des invitations partout pour pouvoir aller manger, dormir. Tout était un calvaire, mais c'est vrai que j'ai gardé un super. C'est un copain, attends, qui voulait passer. Bah vas-y, hein, décroche. Attends, je vais décrocher quand même. Allô? Ouais, ça va et toi? Ouais? Ouais, je suis en 601. Ok, tu dis Lisa Azuelos, 601, et voilà, il t'amène. Allez, bisous, ciao. Bah voilà, pareil, c'est un pote qui est réal aussi, et il a vu que j'étais là, et du coup, il me dit, ah bah je passe. Enfin, tu vois, moi, j'aime ce côté village. À Paris, je fais ça aussi, je dis, ah, je suis dans ton quartier, on se voit, les gens me disent, bah non, j'ai des rendez-vous, enfin, je m'en fous de toi. Alors qu'ici, tu vois, bon, les gens, ils essayent de combler du vide entre les rendez-vous qu'ils veulent avoir, entre les gens qu'ils veulent voir. Donc en fait, ça laisse pas mal d'espace pour voir les gens, pour faire des choses. Et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que on parle beaucoup des familles de cinéma, Ouais. mais j'ai l'impression en te voyant évoluer ici,
qu'elles existent pas vraiment à Cannes. Est-ce que toi tu les ressens, tu les ressens pas? Je me mélange beaucoup avec toutes les générations. Et j'ai fait ça exprès pour qu'il y ait quand même des gens qui viennent me voir en EHPAD. Hein. Parce qu'après, si t'es ami qu'avec des gens de ton âge, ils seront morts. C'est toi qui dois t'occuper d'eux. Ouais. Donc c'est pas possible. Mais c'est vrai que quand même, je me dis, si tu te rends compte, depuis 1989, ça fait combien d'années que je viens à Cannes? Ça fait 34 ans. 34 ans que je viens à Cannes. Il y a des gens, ils ont même pas 34 ans. Non. Toi, t'as quel âge? Moi, je suis né en 87, donc j'avais 2 ans C'est dégueulasse, ça me dégoûte. Quand tu essayais de pénétrer sur le tapis rouge de force, moi j'étais en train de crier pour avoir de la compote. Tout est une pénétration de force, hein, même quand on est féministe. C'est terrible. Bah ouais. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient à Cannes cette année. En sélection? Ouais. Je pense qu'ils ont équilibré avec les hommages qu'ils ont rendus à Meryl Streep, qu'ils ont pris Greta Gerwig pour être chef de cérémonie de Cannes. Il y avait Camille Cotin, Juliette Binoche. Enfin, et sur la scène d'ouverture, il y avait que des femmes. Donc je pense qu'il a voulu montrer à quel point il aimait les femmes et que bon, peut-être que malheureusement, elles n'ont pas fait des super films cette année, j'en sais rien moi. Mais c'est surtout que ne sont pas considérés comme des grands films les sujets qui intéressent les femmes, tout comme n'est pas considéré dans la société les métiers qui sont faits par les femmes, tous les métiers de soins, tous les métiers qui s'occupent des autres, toute cette partie-là du féminin est considérée comme de la merde par la société. Donc il n'y a aucune raison que ce ne soit pas considéré comme de la merde par le Festival de Cannes aussi. Tu vois, eux, ils veulent des grands films qui parlent de grands sujets, de société, de je sais pas quoi. Et puis, un grand cinéaste, eh ben, c'est beaucoup plus attirant qu'une grande cinéaste. Et finalement, cite-moi des noms de grandes cinéastes, c'est très difficile à trouver. J'en ai une dans le lit, là. Ouais, t'en as une dans le lit, mais elle n'est pas considérée comme une grande cinéaste. Je suis considérée comme quelqu'un qui sait faire des portraits humains d'une certaine génération et d'une certaine tranche de femmes et tout ça. Mais c'est pas ça qui fait du grand cinéma pour le Festival de Cannes. Moi, je considère que c'est ça, le grand cinéma, c'est des histoires qui vont me toucher au point que je vais avoir envie de revoir les films. Moi, mes films, les gens les revoient 100 fois parfois. J'ai rencontré une femme hier sur la Croisade, elle m'a dit « Oh, je vous adore, je vous adore !» Je crois qu'elle avait accent un peu marseillais. Elle me dit « Vous savez pas, votre film, comme tu es belle, je le vois. Oh, moi, j'ai dû le voir 100 fois. » Bon, ça ne rajeunit pas, mais voilà, moi, je fais des films que les gens revoient parce que je fais des heel-good movies. En anglais, ça veut dire des films qui font du bien. Et Cannes, ça sélectionne pas des films qui font du bien, ça sélectionne des films dont on va parler, qui vont aller gratter là où ça fait mal. Moi, je fais exprès des films qui font du bien, donc tu penses bien que c'est pas... Mais bon, c'est vrai que j'ai vu 2 chefs-d'œuvre. Moi, j'ai vu deux films. Le film de Quentin Dupieux que j'ai adoré, que j'ai trouvé vraiment très, très puissant sur à la fois la simplicité et la petitesse de ce film. C'est quasiment 2 plans séquences. Enfin, c'est des longs travelling. Et en même temps, sur le métier d'acteur, sur qu'est-ce que c'est que de faire un film, qu'est-ce que c'est que de créer une fiction, qu'est-ce que c'est qu'être dans la réalité, à quel moment on est dans la réalité, à quel moment c'est de la fiction. Par exemple, dans ta vraie vie, si tu commences à imaginer le rendez-vous que tu vas avoir dans 1 heure, t'es dans la fiction, t'es pas dans ta vraie vie. Et il joue avec ça, avec tous ces codes-là, et j'ai trouvé ça génial. Et le film de Coppola, c'est émouvant aux larmes parce qu'il vient de perdre sa femme, et c'est une ode à quel point une femme peut te changer la vie. Il est dédié à sa femme. On sent que pour lui, la réponse à tout, et c'est la même idée que j'ai moi, c'est l'amour, mais l'amour en tant qu'énergie, l'amour en tant que force de création. Et son film montre ça. Alors visiblement, ça a été très controversé, mais c'était génialement intéressant, quoi. Ouais. Et puis ça a peut-être été controversé, mais c'est un des rares réals qui se met en danger financièrement alors qu'il n'a plus besoin de rien prouver. Alors qu'il arrive à un certain âge, il met encore carte sur table. Je crois qu'il est hypothèque personnelle sur ce film parce qu'il y croit depuis 15 ans et que personne ne veut mettre d'argent dessus. Mais à mon avis, je ne sais pas s'il gagnera de l'argent avec ce film, hein, parce que je pense qu'il faut être cultivé pour comprendre ce film. Et il y a de moins en moins de gens cultivés. Il y a une autre culture qui s'est formée, la story culture, la insta culture, la méta culture. La culture de la réaction. La culture de la réaction, est-ce que c'est une culture? Mais là, tu vois, il parle de Marc Aurèle, il parle des empereurs romains, il cite Shakespeare, il cite des poètes.
Je pense pas que... Tu vois, il y a beaucoup de gens à qui ça parle. Et puis le film est très métaphorique, très poétique. En fait, c'est une poésie cinématographique. Et la poésie est vraiment l'ennemi de l'algorithme. C'est ça que j'ai compris. La poésie, c'est l'inattendu du réel. Et l'algorithme, son ennemi, c'est l'inattendu. Et en fait, on a un peu tendance tous à être algorithmés. Et du coup, ce genre de poétique visuelle, ça change des tutos maquillage sur TikTok, hein, c'est sûr. Coppola, c'est un patron, quoi. Enfin, moi, je préfère le cinéma de Coppola que le cinéma de Scorsese, by far. Moi, quand il y a des choses que j'aime, j'ai envie de les imiter, de les transformer, de les reproduire. Et je me dis, quand tu réalises un film et que toi, tu vois des films que tu aimes comme ça, est-ce que ça influence directement ta création ? Ouais, ce film-là, il me donne le courage d'être plus poétique. De toute façon, je pense que c'est vers ça que ma carrière va aller. Je pense que ce qui est mis en danger par les algorithmes et par la vie algorithmique qu'on vit en ce moment, c'est la poésie. Or, le vivant, c'est la poésie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai perdu mon téléphone pendant la projo. J'étais sans téléphone pendant 6 heures. Bon, heureusement que tu étais là pour m'aider, parce que sinon, j'étais vraiment paumée. Je savais plus où j'avais rendez-vous, ni qu'est-ce que je faisais, On ni avait rien. un petit téléphone pour deux, ce qui est déjà pas facile. Ce qui était déjà pas facile. Mais j'ai eu le temps d'avoir du temps où je pouvais pas regarder mon téléphone. J'ai vu d'autres choses que si j'avais eu mon téléphone dans les mains. Et je me rends compte à quel point cette attention qui est prise en otage par le téléphone, à quel point ça nous sort de la vraie vie. Or, la vraie vie est poétique et sublime toute la journée. Voilà. Après, j'étais sans téléphone, j'étais comme une conne. C'est quand même super pratique, quoi. De toute façon, on est tellement habitué qu'il faudrait beaucoup de temps pour réapprendre, mais je pense que c'est possible. Et donc, le cinéma qui te donne envie, là, ton cinéma futur, ce serait plus un cinéma qui nous ramène dans le réel par la poésie. En fait, j'ai fait beaucoup de cinéma du réel. Moi, ce que je fais, c'est du cinéma du réel. Je considère que, un peu comme ce que faisait Piala ou Claude Sautet, enfin, je prends des petits sujets d'intimité et puis je les traite avec le maximum d'émotion et le maximum de réalité. Mais j'ai envie de me tourner vers la poésie, j'ai envie de me tourner vers des choses peut-être plus métaphoriques. Je sais que la seule et unique chance que j'ai de revenir dans un endroit comme Cannes ou la Mostra de Venise ou des endroits qui me font quand même un peu envie, surtout Sundance, c'est de faire des œuvres très originales. Moi, j'ai envie de me réinventer en ce moment créativement. J'ai envie de me réinventer aussi au niveau du look. Tu vois, d'être à Cannes. C'est la première fois que je fais un Cannes un peu officiel avec une montée des marches officielle. Donc, j'ai fait 2 fois des montées des marches, habillée, maquillée, etc. Et puis, quand j'ai pas fait de montée des marches, j'ai fait un dîner officiel. Je me rappelle même plus quoi. Donc, j'ai fait 3 soirs, 3 maquillages, 3 coiffures. Je suis clairement pas faite pour ça. Quand on se moque des bimbos qui sont toujours hyper belles, hyper bien habillées, c'est un taf, quoi. Vraiment, c'est un taf, et c'est un taf que tout le monde peut pas faire. Parce que, par exemple, moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Plus d'énergie que d'être sur un plateau et diriger 40 personnes. Et devoir se faire belle, penser à sa tenue, penser à ses chaussures, penser à son maintien, penser à ses cheveux. Waouh, quel boulot, quoi. J'ai aimé aussi le cadeau que c'est au monde de se faire un peu plus belle que d'habitude. Je l'ai toujours senti comme une contrainte. Et là, j'ai eu envie de m'offrir un peu, tu vois, m'offrir un peu plus belle que d'habitude, un peu plus chic. Dire, bon, voilà, je viens à Cannes et c'est pas mal aussi de faire un effort de tenue. Et puis, on l'a mis sur les réseaux sociaux, qui est un truc que je fais pas forcément d'habitude. Il y a eu des énormes retombées. Je me rends compte qu'en fait, c'est aussi bête que ça. J'avais l'impression que si je suis pas aimée pour ce que j'ai à dire, c'est que les gens m'aiment pas vraiment. Mais si j'y mets les formes, que je m'habille bien ou que tout à coup je me maquille, que je fais partie aussi des codes de la société, du glamour, du cinéma, je peux pas tout rejeter en bloc comme ça en permanence, faire mon petit camionneur dans mon coin à dire des gros mots et à mettre des doigts quand je suis énervée, quoi. C'est pas possible. Est-ce que tu le rejetais parce que ça t'intéressait pas ou parce que tu croyais que t'avais pas le droit d'appartenir à ce monde ? Non, parce que je pense qu'à la base, ça vient du fait que j'ai pas été élevée en petite princesse. Et c'est vrai que là, quand on est glam à Cannes, un peu invité et tout, on m'a offert plein de cadeaux, on m'a maquillée gratuitement, j'ai eu des robes, des bijoux.
Donc c'est une vie de princesse. Et je suis pas habituée à ça. J'ai pas eu une enfance où on a traité la petite fille que j'étais comme une princesse. Au contraire, on me refilait des vieux vêtements. Mes chaussures, elles avaient des trous. J'étais élevée au fin fond de la Sarthe. Autant te dire que c'était pas des grands prix de mode qui étaient là-bas. Donc, j'ai pas eu l'habitude d'un soin à moi sur l'extérieur. J'ai fait très attention à ce qui avait rentré à l'intérieur de mon cerveau. Moins à l'intérieur de mon estomac, ça, je le regrette. Mais le fait de me parer au sens de la parure, comme le font les princesses, j'ai toujours un espèce de dédain, tu sais, quand tu fais pas les trucs. Tu dis ouais, mais elle doit être conne, puisqu'elle pense qu'à s'habiller, à se maquiller. Bah, pas forcément, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est voilà, c'est le rendez-vous. T'as vu, c'est aller vite. C'est aller très vite. Écoute, on va lui ouvrir. On va lui ouvrir. On va pas le laisser comme ça. Je reste au micro, moi. Je fais quoi? Bah, il va être étonné de te trouver. Bonjour, je suis bien chez Lisa. Ah, c'est génial. Parce qu'en fait, on est en train de faire un podcast et je suis tellement fatiguée qu'on s'est mis sur le lit. Les rendez-vous de Lisa sont arrivés. Julien, auteur et réalisateur, et Joël, une amie rencontrée à Los Angeles qui travaille dans le cinéma. Ensemble, ils nous ont offert un moment très Cannes, parfaite conclusion à cet épisode spécial. Dis-moi, je t'en supplie. Alors j'arrive à l'hôtel et donc je vais direct à l'ascenseur. Et là, l'ascenseur s'ouvre, un gars sort et je lui dis oh, s'il vous plaît, vous pouvez pas me mettre votre carte parce que je dois monter au 6e étage. Et il me dit vous allez voir qui? Il me dit ah, ne me dites pas que vous allez voir Lisa Azuelos. Tout le monde va voir Lisa Azuelos aujourd'hui. Ah mais donc il était en bleu ciel. Et il me dit bah c'est votre jour de chance. Je suis le directeur de l'hôtel, donc j'ai tous les passes. Allez-y, 601, c'est ça? Je suis monté avec lui. Parce qu'en fait, moi j'étais bloqué au 4e étage parce qu'on m'a dit au 4e il n'y aura plus besoin de carte pour monter. J'ai eu un petit doute. Alors moi j'ai une petite intermédiaire, c'est que la porte s'est ouverte de l'ascenseur. Je cherchais une carte et c'est Nicolas Cage qui est sorti. Arrête Je te jure sur ma life. Il est là, Nicolas Cage, il est là. Il est sorti avec deux petits mecs qui avaient l'air d'être ses gardes du corps. Et plus ils sont petits, plus ils sont dangereux. Donc j'ai absolument pas moufté. J'ai pas demandé la carte. Mais je me suis dit, il était marrant parce qu'on avait l'impression qu'on ne savait pas où il allait. Et les deux sont toujours perdus. Ouais, et les deux mecs derrière faisaient comme si eux savaient où il allait. Donc, Mais ils savaient pas parce ça se trouve, qu'ils ça fait étaient. des semaines qu'il est dans cette Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azuelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.